Sous-titrage ZDF 1800-1-2026. 4e année, jour 329 depuis le début de l'invasion totale. Bonjour à tous, voici le rapport du jour. Le rapport d'aujourd'hui montre une escalade des attaques russes alors que l'Ukraine prépare ses offensives. Les gains territoriaux russes restent limités et coûteux, et la Russie subit une isolation stratégique et économique croissante, notamment avec des idées grotesques sur la flotte fantôme. Nous y reviendrons, alors restez attentifs. Vous verrez aussi le soutien décroissant de la Chine et bien plus encore. La ville ukrainienne de Kharkiv a été touchée hier par au moins 7 roquettes. De manière générale, la ville a subi hier des attaques extrêmement intenses, avec une présence massive de drones. Quelques heures après, Pat m'a envoyé cette vidéo. Bonjour chers spectateurs de War and Tactique, je vous parle depuis Kharkiv et bien sûr je porte haut le drapeau des spectateurs de War and Tactique et je suis heureux d'avoir pu amener un véhicule ici grâce à vos dons. Ça continue encore un peu. Le véhicule, je ne fais ici qu'une courte halte, je vous en parlerai bientôt. Je voulais juste vous saluer et vous montrer que je suis ici. Derrière moi, vous voyez la flotte de l'Organisation des Nations Unies. Du coup, je me sens relativement en sécurité ici parce que je ne pense pas que les Russes oseraient frapper ici. Oui, je voulais vraiment vous saluer et vous remercier pour tout votre soutien. Je crois qu'il reste encore quelques patchs disponibles. Johnny de War and Tactique peut les mettre en lien en bas. Et oui, je reste en contact. Prenez soin de vous et amitié. Oui Pat, sois prudent. On a déjà vu des vidéos de Russes attaquant des véhicules de l'Organisation des Nations Unies près de Kherson avec des drones. Néanmoins, les patchs et tout le reste se trouvent en bas dans la description de la vidéo sous le lien Nerdbase. D'ailleurs, j'ai de nouveau reçu du courrier du front. Un membre fidèle de l'équipe Algo était récemment en Ukraine pour évaluer la situation et pour découvrir comment on peut soutenir le plus efficacement possible depuis l'Allemagne. Il a aussi fait de bonnes vidéos, comme ici devant un drone kamikaze Gérard 2, pour vous montrer leur vraie taille. Nous voyons aussi Kramatorsk, Kiev et Kharkiv, avec le patch Silan 2 limité, le patch Algo Crew, ainsi que les patchs et le soutien War and Tactique. Pat avait aussi ça sur la poitrine. J'apprécie quand des spectateurs m'écrivent du front par email et que je peux les citer dans les rapports, ça me permet de savoir la provenance. Une partie de cette grandeur est tout ce qu'il relève comme défi personnel pour pouvoir apporter un grand soutien, donc de ma part, beaucoup d'éloges et de reconnaissance. L'équipe Algo peut aussi faire du bruit dans les commentaires pour l'un des nôtres. En 2023, l'offensive d'été ukrainienne a échoué sur la ligne Sourovikine dans le sud de l'Ukraine. Tout comme l'opération spéciale russe, elle devait également être menée efficacement en peu de temps afin de diviser le front, ce qui devait apporter la différence espérée. Cependant, l'Occident n'a pas apporté un soutien suffisant, ce qui a entraîné des livraisons de matériel, pourtant urgemment nécessaires, avec des mois de retard. Pendant ce temps, les Russes ont érigé une ligne de défense massive, qui par endroits contenait même de 3 à 5 mines par mètre carré. Après l'offensive ratée, les commandants ukrainiens se sont adressés au public et ont déclaré que 2024 serait l'année de la défense absolue. Nous ne devons pas craindre d'attaque, car il n'y a presque pas eu d'offensive. La défense a été si passive qu'on a souvent laissé les Russes occuper le terrain sans résistance. Cela signifie que les Russes repoussaient les Ukrainiens d'une position et les Ukrainiens se repliaient alors quelques kilomètres plus loin, mais n'attaquèrent pas les Russes nouvellement arrivés et encore mal organisés. L'année s'est achevée et on se demandait ce que serait 2025. Et ici, nous voyons une défense toujours solide, qui permettait parfois une contre-attaque ou une riposte, comme à Dvropilia ou plus récemment à Kupiansk. Nous sommes maintenant en 2026, la prochaine année de guerre. À quoi ressemblera cette année pour nous ? Eh bien, à ce sujet, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Syrski, s'est exprimé. Il a expliqué que l'Ukraine mènerait une opération de défense stratégique, mais il a également souligné explicitement qu'une victoire ne peut pas être obtenue uniquement par la défense. Il l'a bien compris, surtout face à un ennemi qui accepte presque chaque mois 30 000 pertes parmi sa population sans sourciller, et qui pourrait même faire grimper ce chiffre, et qui peut aussi mener la guerre beaucoup plus longtemps en termes de personnel
que l'Ukraine, car là, la Russie a l'avantage. Plus important encore, Syrski a confirmé que les plans ukrainiens pour 2017 et 2026 incluent aussi des opérations offensives. Il a aussi averti que la Russie veut toujours occuper toute l'Ukraine. Moscou se préparait à augmenter massivement la production de drones jusqu'à 1000 drones par jour. Pour rappel, actuellement, nous sommes à environ 800 drones, Shahed par jour. Parallèlement, ils intensifient les attaques sur le front. Selon l'Ukraine, la Russie a dépassé de plus de 100% son objectif de mobilisation pour 2025, recrutant environ 406 000 personnes. Medvedev en a mentionné 14 000 de plus hier. Pour l'année en cours, Moscou prévoit la création d'au moins 11 nouvelles divisions et demande 409 000 soldats supplémentaires pour compenser les pertes de l'année dernière. Imaginez 11 nouvelles divisions. Pour comparaison, la Bundeswehr, nos forces armées, en a 3, tandis que la Russie veut en créer 11, pour planifier et renforcer l'année prochaine. Du point de vue de la direction ukrainienne, il n'y a actuellement aucun signe de négociation de paix sérieuse, mais uniquement des indications d'une nouvelle escalade de la guerre. Près de Severs, ou plus précisément près de Sviatopokrovsk, les Russes ont réussi à gagner du terrain. La 123e. La brigade a conquis la localité avec la 88e. La brigade a poursuivi son avancée vers l'ouest. Comme dit souvent, contrôler ces collines vallonnées est essentiel. Nous avons également pu constater lors de cette attaque sur cette localité que les villages environnants, qui se trouvent normalement dans une vallée, étaient concernés. Les Russes n'ont pas avancé au sol ni remporté de victoire ici depuis des semaines. Ce n'est qu'après avoir conquis la colline au nord qu'ils ont pu bloquer le Nacho ukrainien et également prendre les forces présentes dans la localité sous le feu, jusqu'à ce qu'ils finissent par la conquérir ici. Notre propagandiste préféré, Solovyov, a publiquement suggéré à la télévision d'État russe de couler les pétroliers de la flotte fantôme avec des torpilles s'ils risquaient de tomber entre les mains des forces américaines. Il suggère que la Russie devrait détruire volontairement ses navires, par exemple avec des torpilles pour éviter toute saisie. Cette déclaration illustre une nouvelle fois l'excès de la rhétorique. Au lieu de réponses juridiques ou diplomatiques, des scénarios d'escalade autodestructeurs sont désormais discutés publiquement, alors que l'on devrait déjà être habitué à ces ambitions autodestructrices à cause de la guerre. Mais je trouve aussi bien qu'il mentionne ensuite qu'il faudrait bien sûr évacuer avant l'occupation. Je pense qu'une fois un soldat américain sur le pétrolier, la Russie n'interviendra plus. Je ne comprends pas pourquoi ils veulent encore évacuer, car ce genre d'intervention est plus rapide qu'on ne le croit. Les gardes-côtes américains ont saisi leur premier pétrolier, escortés d'un navire de guerre et d'un sous-marin, sans réaction. Et pour cause, si Poutine irritait assez Washington pour que des soldats américains meurent suite à un sabotage, il perdrait aussi sa marionnette ou porte-parole à la Maison-Blanche. La Chine n'importe plus d'électricité de Russie depuis début janvier, selon le journal Commerçant, les achats ayant cessé dès le 1er janvier. Bien que le contrat de livraison entre les deux pays reste officiellement valable jusqu'en 2037, la Chine renonce toutefois à la valeur ajoutée convenue. Jusqu'à présent, Interao fournissait chaque année environ 4 milliards de kWh à la State Grid Corporation de Chine. Interao a toutefois précisé que les contrats restent valables et que des discussions sont en cours avec la Chine pour les respecter. Cet arrêt est probablement dû au fait que, depuis janvier 2026, les prix d'exportation russes dépassent ceux du marché intérieur chinois, les rendant peu attractifs économiquement. Le ministère russe de l'énergie a déclaré à Reuters qu'une reprise des livraisons était en principe possible. Cela exige une demande adéquate de Pékin et de nouvelles conditions économiquement avantageuses pour les deux parties. Comme je l'ai dit récemment, la Chine pense uniquement à ses intérêts, pas à la Russie. Et c'est tout à fait normal, car ils sont aussi dans une position où ils peuvent se le permettre, ils peuvent imposer cela alors que la Russie, elle, a passé les 4 dernières années en guerre. La Chine a fait en sorte de pouvoir baisser ses propres prix de l'électricité en dessous de ceux des fournisseurs russes et n'est désormais plus dépendante de son pays voisin. Merci aux abonnés, membres, ancienne équipe et spécialement à Oberstleiter, Ronick, Robert, Siller, Titiche, Freddy et Meyerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à la prochaine mise à jour.